Mon nom est Magdalena Dębińska et je suis professeure au département de sciences politiques ici à l'Université de Montréal et aussi directrice académique du Centre d'études et de recherche de l'Université de Montréal, le CERIUM. Alors, bienvenue à cette deuxième des 3 tables rondes du colloque étudiant du CERIUM. Comme je l'ai dit la semaine dernière, si ce n'était pas de la pandémie, nous serions réunis sur le campus pour toute une journée d'échange sur ce thème important du racisme et des inégalités. Racisme et inégalités, nouveaux enjeux, c'est le thème de ce 8e colloque étudiant du CERIUM. Je vous rappelle que ce colloque est entièrement conçu et organisé par un comité composé d'étudiants et d'étudiantes du premier cycle. Cette année, 3 étudiantes de bac en sciences politiques relèvent le défi: Khadijatou Saada Ndiaye, Iman Chalabi et Chloé Joran. Elles ont identifié la thématique qui anime et préoccupe les jeunes. Elles ont identifié les intervenants, les ont invités à chacun des 3 panels. Elles ont travaillé sur l'aspect visuel et la diffusion du colloque et elles ont même sont chargées de l'aspect technique de celui-ci. L'équipe du CERIUM, nous étions là tout au long, mais uniquement pour les appuyer, les guider et conseiller. Ça fait partie d'une des missions du CERIUM, la formation, la contribution à l'expérience étudiante. Je tiens donc à féliciter Sada, Iman et Chloé. Je les félicite, le colloque se tient. Vous étiez au rendez-vous vendredi dernier, vous êtes là aujourd'hui et j'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine sur cette même plateforme virtuelle, malheureusement, la semaine prochaine, le 26 mars à 11h30. Avant de passer la parole à Chloé Joran qui va animer ce panel, je vous rappelle que c'est un webinaire. Ça veut dire que vos micros ou vos caméras sont automatiquement désactivés. Cela étant dit, nous voulons vraiment échanger avec vous et donc vous allez avoir la possibilité de poser vos questions tout au long du webinaire en écrivant un mot, la question, le commentaire, en bas de votre écran dans l'espace questions et réponses. Vos questions seront relayées à Chloé et aux intervenantes et j'espère, on pourra répondre à toutes vos questions. On est quand même limité par le temps, par 1h30 de ce webinaire, mais on va tout faire pour rendre ce panel le plus animé possible et pour engager un débat. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite un bon colloque. Chloé, à vous la parole. Merci Madame Dębińska et bonjour à tous. Alors au nom de toute l'équipe du colloque de cette année, Iman Chalabi, Sada, Khadijatou Ndiaye et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue à ce 2e panel pour cette 8e édition du colloque étudiant du CERIUM. En effet, l'année 2020 a été riche en émotions et plusieurs événements qui se sont produits ont montré à quel point les enjeux du racisme et aussi des inégalités sont présents dans nos sociétés contemporaines. C'est alors dans ce contexte que s'inscrit la 8e édition du colloque étudiant du CERIUM qui portera sur les nouveaux enjeux autour du racisme et des inégalités telles que les différentes discriminations au sein de nos sociétés ainsi que la lutte contre le racisme et les inégalités. Ce colloque aborde plus exactement 3 problématiques qui sont séparées en 3 panels distincts. Aujourd'hui, notre table ronde abordera le contexte post-pandémie. En effet, la crise que nous traversons a augmenté considérablement les inégalités sociales et raciales, confrontant le monde à de nouveaux défis. De ce fait, nos panélistes du jour abordent différentes thématiques découlant de la crise sanitaire du Covid-19. La discussion portera alors sur les inégalités entre le Nord et le Sud, ainsi que sur les enjeux d'accessibilité aux soins. Sans plus tarder, je vais vous présenter nos 4 intervenantes du jour qui sont présentes parmi nous. Et au nom de toute l'équipe du colloque étudiant du CERIUM, nous les remercions de leur confiance et de leur présence. Dans un premier temps, Ryo Achung est professeur titulaire de philosophie à l'Université de Montréal. Ses recherches en philosophie portent sur l'éthique des relations internationales, les inégalités et la justice sociale. Bonjour Madame Chung. Ensuite, nous accueillons Louise Potvin. Louise Potvin est professeure titulaire au département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Elle est également directrice scientifique du centre de recherche Léa Robach sur les inégalités sociales de santé à Montréal. Ces travaux visent à éclaircir la prise de décision et les interventions en santé publique dans le but de réduire les inégalités de santé. Bonjour Madame Potvin. Bonjour. Bonjour.
Nous accueillons également Marie-Joëlle Zahar. Marie-Joëlle Zahar est professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal. Elle est également spécialiste de résolution de conflits et de consolidation de la paix. Elle est directrice du réseau de recherche sur les opérations de paix. Dans la foulée de la pandémie, elle s'intéresse aux inégalités nord-sud. Bonjour Madame Zahar. Pour finir, nous accueillons Cécile Rousseau, chercheuse et psychiatre clinicienne à l'hôpital de Montréal pour enfants, où elle dirige la clinique de pédopsychiatrie transculturelle, où elle travaille notamment avec les enfants réfugiés. Bonjour Madame Rousseau. Le panel prend la forme d'une discussion dynamique, c'est pour ça qu'il s'agit d'une table ronde, autour de 3 problématiques différentes que nous avons travaillées en amont sous la modération d'un animateur. Les questions spécifiques qui vont donc être adressées à tour de rôle à chaque intervenant. Elles ont été formulées en tenant compte du synopsis du panel et du champ de spécialisation de chacun des intervenants. Dans ce sens, nous allons donc passer à la première problématique et notre première intervenante à y répondre est Madame Ryoa Chung. Selon vous, Madame, quand on parle d'inégalité sociale et raciale dans le cadre de la pandémie, de quoi parle-t-on? Alors, dans un premier temps, je vous remercie infiniment, Chloé, et toutes vos consoeurs et vos collègues pour l'organisation de ce colloque. Le choix du thème est très courageux et très important et très crucial, même s'il est très sensible, il est éminemment et complexe. Il est éminemment urgent, en fait, donc important de pouvoir en discuter et je suis ravie de pouvoir participer à cette discussion. Alors, la question de quoi parle-t-on quand nous parlons des inégalités sociales qui sont racialisées dans le contexte de la pandémie? Si j'ai bien compris, est-ce la question que vous posez? Oui, exactement. Une question en introduction. Oui, alors donc, je ne sais pas jusqu'à quel point, combien de temps peut-on disposer? Chaque intervenant dispose d'environ 3 minutes pour répondre à la question. D'accord, alors donc très rapidement, et puis j'imagine que nous aurons le temps d'approfondir au fur et à mesure des interventions, mais alors je vais vous dire très rapidement, prenons une statistique donc, qui circule sur la place publique depuis justement qu'elle a été publiée. Je renvoie ici à une statistique, en fait à des chiffres, des comptes qui ont été compilés par la santé publique de Toronto, et puis qui ont été dévoilés donc le 20 novembre, enfin novembre 2020, et puis qui témoignent de la chose suivante. Alors, vous savez peut-être, en fait, si vous ne le savez pas, je vous en informe donc, en date de novembre 2020, 73% des cas de COVID-19 qui étaient hospitalisés étaient représentés par des personnes issues de minorités ethniques, alors que ces minorités ethniques constituent 36% de la population de la ville de Toronto. Alors, on voit là très rapidement, alors évidemment, nous sommes en plein contexte de la pandémie, on ne peut pas encore inférer aucune certitude parce que les données empiriques continuent d'être étudiées et d'être compilées, mais je rappelle d'ailleurs que c'est très important aussi de pouvoir compiler des données en fonction donc de l'origine ethnique ou de la race des individus, les Race-Based Health Data, dont il a été beaucoup question aussi au début de la pandémie. Donc, non pas pour stigmatiser davantage, mais pour avoir une meilleure idée justement des inégalités sociales qui ont une dimension racialisée dans le contexte de la COVID-19. On aura l'occasion d'y revenir, mais très rapidement, je voulais simplement mettre sur la table l'idée que les déterminants sociaux de la santé, c'est un modèle conceptuel dont la pertinence théorique et pratique n'a pas besoin d'être démontrée, mais selon lequel modèle conceptuel, l'idée consiste à comprendre les inégalités de santé en fonction de facteurs sociaux qui les précèdent ou qui les entourent ou qui nous permettent d'expliquer pourquoi ces inégalités sociales s'expriment sous la forme d'inégalités de santé et évidemment le facteur race, origine ethnique, de même que le sexe, la classe socio-économique et beaucoup d'autres facteurs, mais ce facteur-là en particulier est évidemment extrêmement important à prendre en considération. Merci beaucoup, Madame. La parole est désormais à Madame Louise Potvin pour la même question. Moi, je vais vous proposer la position radicale que dans le contexte de la pandémie, quand on parle d'inégalité liée à l'origine ethnique ou au statut socio-économique, on ne sait pas de quoi on parle parce qu'on ne le mesure pas.
L'Ontario est une des rares provinces à rapporter quelques données que ce soit de manière individuelle sur un plan pour mettre en évidence les inégalités. Mais en général, au Canada, les données de santé ne sont pas ventilées par origine ethnique, ne sont pas non plus ventilés par statut socio-économique. Donc, c'est d'approximation en approximation que l'on peut un peu imaginer, puis je vous dirai un petit peu plus tard quelle sorte d'approximation à quelle sorte d'approximation on a accès. Mais les données qui sont disponibles sur la place publique sont ventilées par sexe et par âge. Ce sont les seules données dont le public dispose pour pouvoir se faire une petite idée de qui exactement est touché par cette pandémie. Et je veux quand même souligner le très grand angle mort au Québec et au Canada que constitue la situation sur les réserves des Premières Nations. On n'a aucune idée collectivement sur ce qui se passe là. Bien sûr, on pourrait rentrer dans les données et faire les analyses, et j'espère qu'on le fera éventuellement, mais pour ce qui est rapporté au grand public, c'est vraiment l'angle mort de la pandémie. Merci beaucoup, Madame Potvin. La parole est désormais à Madame Rousseau. Je vais rebondir sur ce que disait Louise. Je pense qu'on ne sait pas parce qu'on ne veut pas savoir. Et en fait, nous avons demandé de façon répétée au début de la pandémie à ce qu'on documente l'origine ethnique, raciale, le statut migratoire dans nos données, que ce soit au niveau des hospitalisations ou ailleurs, et ça a été refusé pour de mauvaises et de bonnes raisons. Qu'est-ce qu'on sait quand même? Alors, dans une enquête au Québec sur 3000 répondants, et là, ça va un peu en ligne avec ce que disait Rio, on voit qu'on a documenté et mesuré des inégalités à 3 niveaux. Donc, au niveau de l'exposition au virus, au niveau de ses conséquences collatérales et au niveau de l'accès ensuite aux tests, aux vaccins et aux traitements. Au niveau de l'exposition, qu'est-ce qu'on sait? Donc, une exposition différente en termes de morbidité, mortalité, particulièrement donc, dans les communautés noires et dans les communautés arabo-musulmanes qui ont été surexposées au Québec. Des conséquences collatérales plus importantes en termes de difficultés financières et de santé mentale, mais aussi de discrimination reliée à la COVID et de stigma. Discrimination très, très importante pour les communautés asiatiques qui ont été particulièrement touchées et qui le sont encore par toute la pandémie. Et en fait, un accès beaucoup plus difficile aux tests et aux vaccins, entre autres pour toutes les personnes à statut migratoire précaire et à travail précaire, que ce soit parce qu'elles ont peur et ne se sentent pas en sécurité d'accéder à ces services-là, parce qu'ils ne sont pas accessibles linguistiquement, ou parce qu'elles ne peuvent pas se permettre, pour des questions de survie, d'arrêter de travailler. Donc, elles ne peuvent pas se permettre un confinement. Alors, je pense que toutes ces catégories-là doivent être considérées de façon intersectionnelle, parce que les données disent aussi que les questions d'âge sont cruciales. Donc, les jeunes dont on parle beaucoup comme les enfants gâtés, ont été particulièrement touchés pour des raisons financières, personnelles et développementales par la pandémie. Donc, un groupe oublié de la pandémie. Donc, il y a une intersection entre les catégories raciales, ethniques, les statuts migratoires, les catégories socio-économiques et ces catégories d'âge. Et je pense qu'il faut penser l'interaction quand on pense les inégalités. Merci beaucoup, Madame Rousseau, pour cette prise de parole. La parole est désormais à Madame Zahar. Merci. Je vais rebondir sur ce que mes collègues ont dit, mais ouvrir plus largement à l'international, puisque c'est le reste du monde qui m'occupe dans mes propres travaux, recherche et réflexion. Et je vais d'abord rebondir sur la question des données. Si nous n'avons pas de données ici, imaginez-vous à quel point le problème est multiplié, voire démultiplié dans les pays du Sud global où les données d'ores et déjà sont de qualité inférieure, particulièrement lorsqu'il s'agit de pays qui sont touchés par de la fragilité et des conflits.
j'aimerais ici reprendre l'analogie que j'ai entendue l'ancien gouverneur de la Banque du Canada faire il y a 2 jours au sujet d'un livre qu'il a écrit justement sur les questions d'inégalité et de pandémie. On a beaucoup dit que la pandémie était le grand égalisateur et c'est probablement la pire analogie qui soit. Ce que Mark Carney disait, il avait tout à fait raison, nous sommes sur une mer déchaînée, mais nous ne sommes pas dans les mêmes embarcations. Il y a des gens qui sont sur des esquifs, d'autres qui sont sur des paquebots. Et cela reprend, en fait, je pense, ce que Cécile Rousseau soulignait par rapport aux communautés ici, mais qui se joue de manière complètement démultipliée à l'international. D'abord, la question de la stigmatisation. Si les communautés asiatiques ont été stigmatisées, particulièrement dans les pays occidentaux, dans d'autres pays, la stigmatisation se fait selon des échelles différentes. En Inde, par exemple, ce sont les communautés musulmanes, dans un contexte où il y a déjà des difficultés identitaires entre le gouvernement et ces communautés-là, qui ont été pointées du doigt. Dans d'autres pays, ce sont en général des communautés également minoritaires à statut politique et économique déjà fragilisés dans l'ensemble qui ont été les premières victimes de la stigmatisation. Donc, il s'agit non seulement de penser les inégalités ici, chez nous au Nord, mais également entre les pays du Nord et le Sud global et à l'intérieur du Sud global entre différents contextes. Or, pour ces 2 dernières échelles de réflexion, les données que nous avons sont encore bien moins disponibles et fiables que celles que nous avons ou n'avons pas dans nos propres sociétés. Et là, je reprends les raisons pour lesquelles les inégalités sont particulièrement exacerbées. Le risque d'exposition. Plus les pays sont des pays dans lesquels les gens doivent sortir pour survivre, plus en fait, ils n'ont pas le choix. La capacité de se protéger des conséquences médicales, donc soit d'acheter des masques, chose qui nous semble anodine, mais qui est un investissement majeur dans des pays où les gens font $1 ou $2 par famille par jour. Et puis, la capacité de gérer les conséquences secondaires, donc non médicales, dans des pays dans lesquels il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas de filet de sauvetage de l'État, et il n'y a pas, même si elles ne sont pas parfaites, le genre de politique et de réponse que nos gouvernements, tant fédéral que provincial, ont essayé d'apporter pour répondre, du moins malgré les angles morts, aux besoins d'une majorité de la population. Merci beaucoup, mesdames, pour cette première question. Nous allons désormais passer à la deuxième problématique. Donc, selon vous, comment la crise sanitaire a-t-elle cette fois-ci mis en exergue les inégalités sociales et raciales? Pareil, le temps de réponse est d'environ 3 minutes par intervenante. Madame Chung, vous avez la parole. Oui, alors en toute honnêteté, je dois vous avouer que j'ai eu un peu de difficulté à distinguer la deuxième question de la première question et donc je vais tout simplement me permettre d'approfondir un peu dans la foulée de la première ronde de conversation et d'intervention que nous avons eue et je vais me permettre aussi de relever un peu ce que notre conseillère Louise Potvin donc a proposé sur la table de façon, j'imagine, un peu polémique pour stimuler la réflexion, mais également parce que, voilà, alors ce que j'aurais envie de renchérir par rapport à ce que Cécile Rousseau et Marie-Jo Zard ont déjà exprimé de façon très éloquente et très claire, c'est l'idée qu'il n'est pas question, il n'est pas tout à fait, c'est-à-dire que quand on parle de race-based health data pour essayer de mieux comprendre comment des inégalités sociales prédéterminées par notamment des discriminations raciales peuvent avoir une incidence sur les inégalités de santé dans le contexte de la pandémie, ça ne veut pas nécessairement dire évidemment que c'est d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire que, encore une fois, il n'est pas question ici de parler de la race dans des termes essentialistes ou de parler de l'ethnicité en suggérant l'idée que certaines
personnes relevant de groupes ethniques auraient une plus grande fragilité. Et cela dit, c'est possible parce que, comme Louise Potvin le remarquait, il nous faut encore continuer à compiler ces données de façon fiable, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que, et c'était là l'idée de partir du modèle des déterminants sociaux de la santé, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, des articles dans le New England Journal of Medicine, dans The Lancet, et puis je peux vous citer, par exemple, un titre extrêmement éloquent de Michelle K. Evans, The COVID's Color Line, Infectious Disease, Inequity and Racial Justice, dans le contexte de la pandémie. L'idée est la suivante, et c'est la raison pour laquelle donc, il y a cet appel de la part de la communauté médicale pour justement faire des recherches de plus en plus sérieuses et focalisées sur certains facteurs tels que par exemple l'origine ethnique. C'est que si il y a des discriminations déjà structurelles qui, par exemple, expliquent pourquoi il y a une prévalence de telle catégorie sociale de la population qui occupe tel emploi parmi, par exemple, les fameux anges gardiens ou parmi, par exemple, les fameux travailleurs essentiels, mais disposable, parce qu'au fur et à mesure qu'ils tombent malades, on peut plus facilement les remplacer parce que, encore une fois, le marché de l'emploi fait en sorte qu'il y a un accès inéquitable à certaines catégories d'emploi, donc devant amener des groupes entiers sociaux à prendre ce qui reste. Ça va de soi que, comme Marjoëlle Zahar l'expliquait, le risque d'exposition dans le contexte des mesures de confinement qui protègent certains parmi les plus privilégiés et qui exposent d'autres à des conditions plus précaires va avoir une incidence sur donc la prévalence statistique de risque à la contagion. Et c'est donc dans ce sens-là qu'il faut bien comprendre pourquoi nous sommes plusieurs, de nombreux chercheurs de la communauté médicale, mais aussi dans le domaine des sciences humaines et sociales et au sein de la société, à appeler, encore une fois, des études vraiment approfondies et minutieuses et rigoureuses pour en effet, peut-être démontrer une hypothèse prédéterminée, mais une hypothèse qui est tout à fait plausible à explorer. Merci beaucoup, Madame Chung. La parole est désormais à Madame Louise Potvin pour la même question. Ben, ça va me permettre un petit peu de creuser un peu davantage ce que je disais. Je disais que c'était le plus qu'on ne savait pas très bien de quoi on parle parce qu'on doit faire des sondages et les sondages sont imparfaits d'un point de vue de population, mais ils sont bienvenus et qu'effectivement, on est à peu près aveugle à ces dimensions-là de race, de statut migratoire quand on rapporte les données de santé fines. Le mieux qu'on puisse faire, puis je vais vous partager une carte qui est publiée toutes les semaines par la Direction de santé publique de Montréal. Et vous voyez bien Montréal, et ici, c'est les taux d'infection par quartier. C'est donc quelque chose d'assez fin, mais encore là, on parle de données agrégées. Et on voit bien que plus c'est foncé, plus les taux cumulatifs depuis le début de la pandémie, et ça, c'est dans les 14 derniers jours, les taux qui sont là. Donc, plus c'est foncé, plus les gens sont infectés, plus les taux sont élevés. Mais ce qu'on voit bien à Montréal, c'est les quartiers plus défavorisés du Nord et où il y a une concentration de personnes issues de l'immigration autour de Côte-des-Neiges, Plamondon, Barclay, là où on voit à l'heure actuelle les éclosions du variant britannique. Donc, on voit bien, OK, même si théoriquement, un virus, c'est aveugle à la race des gens, à leur provenance. Donc, c'est vraiment les conditions de vie qui amènent effectivement les gens à être plus exposés, à moins pouvoir se protéger et à être en fait des vecteurs que l'on peut pointer du doigt, que l'on peut identifier, je dirais à temps, puis je vais
en parler plus dans ma troisième intervention, mais effectivement, comment en fait, on ne rend pas vraiment service à personne, mais en même temps, on peut mettre en place certaines mesures qui pourraient aider ces communautés-là à se protéger et à nous protéger. Merci beaucoup, Madame Potvin. Avant de donner la parole à Madame Rousseau, j'encourage toutes les personnes qui nous regardent à réagir avec le chat et également la fonction questions-réponses, parce qu'après, nos intervenants devront répondre aux questions du public. Donc, désormais, la parole est à Madame Rousseau. Merci. Bon, peut-être pour continuer, en fait, rappeler qu'en fait, ces inégalités sociales qui sont effectivement mises en exergue par la pandémie étaient déjà en augmentation avant. Donc, on parle d'un contexte qui est associé à des tensions qui viennent de la mondialisation. Avec la mondialisation, les inégalités qui étaient de façon prédominante, et elles le sont encore nord-sud, ont été beaucoup internalisées dans chaque pays. Donc, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres a augmenté dans chaque pays. Et dans ce contexte-là, la pandémie a juste mis de l'huile sur le feu dans un contexte de fragilisation du lien social, dans un contexte où finalement les groupes minoritaires, mais aussi les groupes qui sont en perte de privilèges au niveau des majorités, donc des groupes qui sont fragilisés ou marginalisés à des niveaux socio-économiques, vont se retrouver en position d'affrontement. Alors, ça n'est pas quelque chose de nouveau. Les pandémies ont toujours fait ça. Au Moyen-Âge, on jetait déjà les Juifs et les étrangers dans les puits. La recherche de boucs émissaires a toujours été une façon de refaire une unité, une cohésion sociale face à quelque chose qui nous fragilise. Mais maintenant, donc, ce qu'on peut se dire, c'est cette huile sur le feu a des bonnes et des mauvaises conséquences. Alors, au niveau des bonnes conséquences, si on regarde le mouvement Black Lives Matter, on peut se dire que quelquefois l'exacerbation des inégalités, leur mise en évidence amène, que ce soit au niveau des femmes, au niveau du genre, etc., amène un cri de protestation qui est nécessaire et qui permet de contester le statu quo. Donc, il y a dans cette voie de protestation quelque chose d'important. Ça amène aussi une polarisation sociale qui est source de violences potentielles et je pense qu'on peut craindre dans ce qui se passe actuellement des dérives qu'on voit déjà en termes de crimes et incidents haineux, certainement à Montréal et ailleurs. Donc, la question, c'est de se dire finalement comment est-ce qu'on s'adresse à ces conséquences-là qui sont aussi liées aux inégalités, donc d'une société où après un certain moment de solidarité, on a un lien social qui est fragilisé. La question, est-ce qu'on peut l'utiliser comme source de transformation ou est-ce que finalement on va aller vers une fragmentation qui va aggraver les conséquences des inégalités sociales? Merci beaucoup, Madame Rousseau. La parole est désormais à Marie-Joëlle Zard. Je vais encore une fois embarquer dans la continuité de ce que mes collègues ont déjà souligné. Comme Cécile le disait, je pense mieux que je ne le dirai jamais, ces inégalités-là, elles ne sont pas d'aujourd'hui. Ce sont le résultat de politiques mondiales, mais également nationales, qui ont toutes sortes de conséquences pour la fragilisation initialement socio-économique de certains groupes. Qu'il s'agisse de la décision de donner au groupe ou pas, par exemple, l'accès à la pleine citoyenneté. On peut penser au problème, par exemple, des ouvriers migrants temporaires, ou bien qu'il s'agisse tout simplement du type de politique que l'on met pour répondre aux besoins de certaines communautés. Alors, moi, je pense, par exemple, énormément aux crises des banlieues en France, où l'État n'a pas su répondre aux besoins des citoyens et où la réponse a souvent été policière. Ce sont des conditions déjà préexistantes que la pandémie a envenimées. Alors, pour regarder à l'international la manière dont ça s'articule, il y a là un défi supplémentaire. Dans nos pays, c'est peut-être un angle mort
de ne pas… Alors, je ne veux pas imputer de mauvaise volonté à nos gouvernements, c'est peut-être un angle mort de n'avoir pas jusqu'à maintenant pensé à la nécessité d'avoir des données désagrégées. Par contre, dans les pays en conflit, qui sont les pays dans lesquels et sur lesquels je travaille, les réfugiés, les déplacés internes sont souvent des personnes qui sont en opposition au gouvernement. Et donc, les gouvernements ont un intérêt à invisibiliser ces personnes-là. Or, ce sont les personnes et les communautés qui sont particulièrement vulnérables du fait même de leur déracinement et des conditions de vie dans lesquelles ces personnes-là se trouvent. Alors, elles représentent souvent des communautés qui ne sont pas nécessairement ethniques au sens très primaire du terme. Si vous pensez aujourd'hui, par exemple, aux près de 4 millions de Syriens qui vivent au nord-est du Syrie, dans une grande enclave à ciel ouvert, qui est le seul endroit dans le pays qui n'a pas encore, si vous voulez, qui n'est pas encore tombé à nouveau aux mains du gouvernement. Eh bien, les gens qui vivent là ne sont pas nécessairement, entre guillemets, racialisés, mais il y a des inégalités sociales très claires entre eux et entre les élites contre lesquelles ces personnes-là avaient pris les armes. Sauf qu'ils sont près de 4 millions, comme je l'ai dit, dans 220 camps à ciel ouvert, avec un médecin pour 10 000 personnes, dans des contextes où, en fait, pour avoir l'eau, pour pouvoir répondre à vos besoins sanitaires de base, il n'y a pas de toilettes privées, il y a des espaces publics, ce qui augmente les risques de contagion, et avec très peu d'appui financier, parce qu'aujourd'hui, les bailleurs de fonds sont d'abord et avant tout en train de penser aux problèmes dans leur propre société, et donc, en fait, l'entraide qui, en général, finançait les besoins dans ce genre de situation-là, elle se fait rare. Et donc, la vulnérabilité est extrême. Je voudrais également souligner une autre chose. Il me semble que la crise sanitaire a mis en exergue les inégalités d'une autre manière très insidieuse. La manière dont, en fait, nous nous sommes tous repliés sur nous-mêmes, à l'échelle individuelle, mais également à l'échelle de la communauté, de la région, du pays, etc. L'une des choses qui me frappe, c'est à quel point aujourd'hui, aux nouvelles, dans nos médias, nous ne parlons plus que de ce qui se passe chez nous, comme si ce qui se passait chez nous était isolé de ce qui se passe dans le reste du monde. Et pourtant, tous les chercheurs, toutes les personnes qui parlent de la pandémie partent du principe qu'étant donné la nature du problème auquel nous faisons face, nous ne pourrons pas y faire face sans réfléchir à l'articulation de ce qui se passe au local, au régional, au national et à l'international. Mais malheureusement, l'inégalité dans la présence médiatique de ce qui se passe dans le reste du monde n'augure pas de manière favorable pour la suite des choses et surtout pour la sortie de crise qui aujourd'hui m'inquiète personnellement beaucoup plus que la gestion de crise. Merci beaucoup, Madame Zahar. Avant de passer à la troisième question, je m'adresse de nouveau aux personnes qui nous écoutent. Les questions commencent à arriver, mais nos intervenantes sont vraiment là pour pouvoir avoir un échange interactif avec vous. Donc, n'hésitez pas à les poser dans la fonction questions et réponses, car elles y répondront après ma dernière question. Alors, ma dernière question arrive en écho à votre rôle d'analyste dans vos différents domaines d'expertise et d'études. Donc, selon vous, comment la crise vous a-t-elle surprise en matière d'analyse des inégalités et y a-t-il eu de nouvelles tendances ou de nouveaux enjeux? La parole est de nouveau à Madame Schonk. Alors, merci beaucoup, Chloé. Alors, pour répondre à cette question, j'en ai parlé avec d'autres collègues parce que nous étions plusieurs à partager. Donc, bon, il se trouve que nous étions plusieurs à partager les mêmes hypothèses de départ, peut-être parce que nous avions déjà commencé à travailler donc, dans des grilles d'analyse qui s'intéressent justement à l'épidémiologie sociale, qui s'intéressent donc, encore une fois, à des facteurs sociaux qui expliquent donc les conditions de santé, les degrés de morbidité, de mortalité qui touchent les populations, etc. De mon point de vue, d'un point de vue plus philosophique, pour essayer de conceptualiser donc, quelles sont les questions
questions de justice fondamentale ou d'injustice structurelle qui sont soulevées par la pandémie. Et on en parlait ensemble, et puis on parlait du problème de biais de confirmation. C'est un problème dans la mesure où en fait, c'est une, comment dire, je ne saurais comment trop y répondre. Et puis là, de façon très candide, je vais exposer la question à tout le monde. Mais c'est-à-dire que oui, je comprends le problème du biais de confirmation dans la mesure où, encore une fois, nous partons avec des hypothèses et donc le biais de confirmation, c'est quand vous partez avec des hypothèses puis que vous interrogez les données empiriques donc de façon orientée. Mais en même temps, comme je disais, le problème, c'est que l'argument de biais de confirmation peut devenir lui-même sophistique et ça peut devenir un raisonnement fallacieux parce que, je veux dire, dans ce cas-là, d'un point de vue rhétorique, tout est un biais de confirmation et puis justement dans le contexte où on parle de fausses vérités ou enfin de post-vérité, de fake news, etc., je crois qu'il faut garder le cap sur l'objectivité dans le domaine des sciences humaines et sociales, dans le domaine évidemment des sciences dures également. L'objectivité est peut-être hors d'atteinte pour un seul chercheur qui est traversé par des biais de confirmation, des préjugés idéologiques, etc., mais c'est certainement une aspiration pour la communauté. Donc, on peut penser par exemple à des formes d'objectivité forte où l'idée, c'est que la notion d'objectivité doit être poursuivie en tant que communauté. Et l'idée, c'est d'ouvrir la porte au plus grand nombre de perspectives possibles pour avoir un meilleur aperçu de tous les facteurs de la réalité que nous étudions. Mais l'idée consiste à dire aussi que sous prétexte que idéologiquement, telle conclusion ou telle hypothèse ne fait pas mon affaire et donc je dénonce un biais de confirmation, vous voyez comment ça peut devenir facilement dangereux de vouloir comment dire, manipuler ce type d'objection. Je crois sincèrement que quand nous étudions les inégalités de santé telles qu'elles s'expriment dans le contexte de la COVID-19, si elles, à mon sens, confirment des hypothèses de recherche qui sont travaillées depuis des décennies déjà, ce n'est pas un biais de confirmation. C'est tout simplement une attestation de la réalité objective de certains phénomènes que nous étudions. Merci beaucoup, Madame Chung. La parole est désormais à Louise Potvin. D'un point de vue de quelqu'un de santé publique, c'est sûr que, en fait, les phénomènes sanitaires sont un révélateur social. Et quel que soit le phénomène sanitaire, ça peut bouger, puis anecdotiquement, il y a un journaliste qui me contactait en tout début d'épidémie, puis qui me disait « Vous ne trouvez pas ça bizarre, Mme Potvin, que ce soit dans les quartiers plus riches de Côte-Saint-Luc où l'épidémie semble la plus prévalente? » Je veux dire, regardez, l'ensemble des cas à l'heure actuelle, c'est des cas importés de gens qui rentrent de voyage. Attendez quelques mois et on se reparlera de où sera l'épidémie. Et effectivement, je lui ai reparlé quelques mois plus tard et il a bien convenu que c'est souvent le cycle épidémique qu'on voit, c'est-à-dire que c'est autour des modes de vie qui deviennent de plus en plus prévalents, c'est toujours les mêmes qui sont touchés de façon la plus importante. Ce qui m'amène un petit peu, et je veux rebondir un petit peu sur ce que Mme Zahar disait, ce qui se passe chez nous. Et c'est mais vraiment si mauvaise interprétation de la part des dirigeants et des décideurs et de ceux qui gèrent l'ensemble des choses que de penser qu'on peut s'en sortir tout seul. L'importance d'une épidémie, c'est qu'on s'en sort tous ensemble ou on ne s'en sort pas. Parce que c'est des gens non protégés, que le vaccin, ce n'est pas une protection individuelle, c'est pour empêcher le virus de circuler. Et ce pourquoi il faut empêcher le virus de circuler, c'est qu'au fur et à mesure où il circule, il va muter, il va s'adapter, il va devenir plus
potentiellement plus puissant et il va revenir en effet boomerang sur les gens qui pensaient mettre des murs autour d'eux, autour de leur petite maison, autour de leur province, autour de leur pays, autour de leur continent, si on parle des Européens. Et ça va revenir parce que le virus, soit qu'il s'éteint ou soit qu'il devient endémique. Et s'il devient endémique, ben, il peut toujours se réveiller et muter. Donc, la géopolitique du vaccin, parce que c'est de ça dont on parle à l'heure actuelle, mais c'est d'une bêtise à n'en plus finir, parce que effectivement, si on veut être logique dans une logique épidémique, c'est là où il se propage qu'il faut intervenir. Maintenant, évidemment, dans le cas de l'arsenal vaccinal que l'on a, comme on ne protège pas contre la contagion, ça c'est inconnu. On pense que les vaccins actuels nous protègent contre la contagion, mais ce dont on est à peu près certain qu'ils nous protègent, c'est contre les complications. Donc, c'est ceux qui ont accès, encore là, c'est pour cette partie de la population qui est au départ la plus privilégiée. Donc, non, je n'ai pas été surprise. Oui, je m'y attendais. Je suis toujours incroyablement déçue de l'incompréhension collective de ce qu'est une épidémie, de ce qu'est un phénomène épidémique qui devrait appeler des solidarités plutôt que d'appeler à pointer du doigt les gens qui sont déviants, et ils sont déviants pour un ensemble de raisons. Merci beaucoup, Madame Potvin. Pour cette dernière question, la réponse est désormais à Madame Rousseau. Merci, Chloé. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Louise. En fait, là, je pensais dans une perspective psy. En fait, c'est très intéressant. Quand les gens pensent perspective psychologique, psychiatrique, quoi que ce soit, ils me disent toujours « alors la santé mentale ». Eh bien, ça n'a rien à voir. C'est pas que ça n'a rien à voir. Bien sûr, il y a des conséquences en santé mentale. Mais je pense que ce qu'on a manqué dans la pandémie, et ça montre la façon dont on pense nos disciplines en silo, c'est le fait qu'on ne peut pas penser les conséquences sociologiques, politiques et économiques de la pandémie sans penser leur dimension psychologique. Et ça a fait, par exemple, que les techniques et les stratégies de communication, entre autres en santé publique, mais aussi sociale, de mobilisation des gens vers des solidarités, durant la première vague et durant la deuxième vague, sont restées les mêmes. Ce qui est une erreur grossière, parce que la réponse au stress aigu qui a mobilisé les gens en confinement très très bien en première vague n'est pas du tout la réponse en stress chronique qu'on a en deuxième vague, qui amène dans les guerres, dans toutes les grandes catastrophes, comme il faut survivre, donc des phénomènes de déni, d'évitement, de minimisation, qui sont absolument au premier plan. Mais vous voyez, donc les stratégies restent les mêmes, on manque complètement le bateau. Ça, c'est vraiment problématique de dire on ne tisse pas ensemble nos savoirs, on ne tisse pas ensemble nos disciplines pour toujours penser qu'un phénomène est toujours multiforme. Et la psychologie, ça n'a rien à voir juste avec les conséquences en santé mentale, ça a à voir avec toutes les stratégies qui vont se mettre en place dans la réponse au virus. Donc ça, c'est un premier point. Et je pense que ça m'amène à un deuxième point qui, à mon avis, est essentiel, qui est dans la montée qui, à mon avis, est réactionnelle à la peur, au sentiment de perte de contrôle, etc. Donc, dans ces phénomènes d'altérisation qui nourrissent les théories du complot, où l'autre devient responsable de notre malheur, eh bien, on a lu ça comme un problème d'autres souvent moins éduqués, d'autres dont on rit ou qu'on humilie parce qu'ils pensent des choses que nous ne croyons pas, sans se rendre compte qu'en fait, il faut voir ce phénomène de façon dynamique. Ce phénomène n'existerait pas s'il n'y avait pas une orthodoxie grandissante du discours. Donc, en fait, les théories de la conspiration sont directement nourries par une orthodoxie de plus en plus rigide des discours institutionnels,
un espace et une capacité de critique qui s'est rétrécie de façon extraordinaire, et qui fait que si on critique le système, on est accusé immédiatement de se désolidariser. Donc à ce niveau-là, un certain nombre de pays qui s'en sont beaucoup mieux sortis, je pense par exemple à la Nouvelle-Zélande, ont mis en place des systèmes de communication démocratique qui impliquent toute une série de choses que je ne vous exposerai pas tout de suite, mais qui justement sortent un peu de cette orthodoxie du discours, de cette langue de bois, où on prend l'autre, on pourrait dire le peuple ou les classes moins éduquées, vraiment pour des imbéciles. Donc, c'est de se dire, et ça je pense que c'est important, c'est de se dire comment dans des situations il faut s'adresser à la reconnaissance de l'intelligence du sujet, quelle que soit sa place en tant que citoyen. Là, je pense qu'on a vraiment manqué le bateau. Ça ne veut pas dire qu'on s'en tire terriblement mal, mais je pense qu'on peut faire mieux. Merci beaucoup, Madame Rousseau. Et avant de passer aux questions des personnes qui nous écoutent, la parole est une dernière fois à Madame Marie-Joëlle Zahar. Je suis tellement contente d'avoir entendu Cécile parler justement de cette question d'orthodoxie et de rétrécissement de l'espace critique. D'autant plus que, comme Louise et Rioa le faisaient remarquer dès le début, nous sommes dans un contexte mouvant dans lequel nos connaissances sont très parcellaires. Et donc, on a quelque part un déséquilibre, une opposition entre la fragmentation de la connaissance et d'autre part une sorte de foi dans certaines conclusions, dans un discours qui semble être en fait quelque part tellement normé qu'il n'y a plus de place pour la critique. Et ça, au point de vue de la recherche, si ça ne me surprend pas, ça me déçoit, ça m'inquiète par contre, ça m'inquiète pour la possibilité de faire financer à un moment où les vannes de l'argent disponible pour la recherche sur la COVID, sur la relève, etc., sont grandes ouvertes, de faire financer des travaux qui pourraient partir de présupposés qui ne sont pas ceux de l'orthodoxie régnante. Et ce faisant, on aurait, Rioa, un véritable biais de confirmation. C'est qu'on chercherait des réponses qui sont d'accord avec les prémices que nous avons actuellement. Et j'ai très peur que les agences de financement ne tombent dans ce piège-là. Par ailleurs, pour revenir également plus généralement, même si comme je ne suis pas personnellement engagée dans de la recherche sur ces questions-là, j'ai essayé de réfléchir aux angles morts de cette recherche. Et là, je reviens sur la question de la nécessité d'une recherche plus holiste, qui décloisonne non seulement les savoirs, mais également les échelles d'analyse. C'est un problème qu'on ne peut pas penser uniquement, ni à l'échelle locale, ni à l'échelle internationale. Il faut absolument réfléchir à ces échanges, à ces, j'appellerais peut-être plaques mouvantes qui s'entrechoquent. Et je reviens à quelque chose que Cécile Rousseau a dit au tout début quand elle parlait de populations réfugiées ou bien de populations qui, à cause de leur statut, disons, problématique dans les sociétés, seraient moins susceptibles soit de se faire tester, soit en fait de vouloir être visibles. Or, ce sont aujourd'hui, à mon sens, le genre de population qui pourront continuer à être les courroies de transmission. Mais comment faire pour donner confiance à des réfugiés, à des sans-papiers, à des immigrants illégaux, pour savoir ce qui se passe dans leur communauté et pour pouvoir penser des protocoles de recherche, mais également des recommandations par la suite pour la mise en œuvre de politiques qui aient du sens si ces personnes-là continuent à être invisibilisées. Et en ce sens, je vais me permettre de déplorer la manière dont, pour l'instant, nous traînons de la patte au Québec, mais pas seulement au Québec, dans la reconnaissance du statut des personnes qui étaient en première ligne et qui, en fait, ont mis leur vie de l'avant pour que ceux d'entre nous qui sommes plus privilégiés soient soignés, pour que nos parents soient en fait mieux traités dans les CHSLD. Et nous contribuons ainsi par les politiques à les invisibiliser encore plus et donc à empêcher la recherche sur leurs conditions de vie
Et ce sont des populations qui vont être absolument essentielles à comprendre, à analyser, à accompagner si on veut vraiment passer d'une pandémie à quelque chose qui deviendrait peut-être une épidémie saisonnière. Et si nous ne comprenons pas cela, je pense qu'on n'a rien compris. Madame Zar, je vais me permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire, car un de nos participants pose une question qui se concorde parfaitement avec vos propos. La question est pourquoi se retrouve-t-on dans une situation où de nombreux membres du personnel soignant au Québec ne sont pas citoyens et n'ont même pas de visa, et pourquoi manque-t-il autant de reconnaissance? Donc, bien sûr, chaque intervenant peut répondre à cette question également. Je vais laisser la parole à mes collègues parce que je ne suis pas une spécialiste du Québec et le danger dans ce genre de cas, c'est de parler à haute voix des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est là que je trouve que la collaboration et l'échange avec des collègues qui connaissent beaucoup mieux est en fait utile parce que ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe chez nous, mais également de penser à la manière dont ça a un impact ailleurs. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues pour cette question. Voulez-vous que je repose la question ou si vous voulez... Je pense que c'est une question très politique, mais ce qui est intéressant de voir, et je pense que là, ça nous interroge tous, c'est qu'en fait, nous avons des gouvernements à notre image. Hein. Et ça, c'est quelquefois désolant de penser. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que nos gouvernements ont accepté de façon aussi tiède de régulariser le statut des travailleurs essentiels qui sont requérants au statut de réfugié, qui en fait ont fait la sale job, et une job très exposée. Faut revenir il y a quelques années avec l'arrivée des migrants qu'on a dit irréguliers, et irréguliers rapidement devenus illégaux, alors qu'ils n'étaient pas illégaux, ils représentaient notre hypocrisie par rapport au fait que nous ne voulions pas dire à notre puissant voisin qu'il n'était pas un tiers pays sûr, alors qu'il n'était pas un tiers pays sûr. Et donc, pour des raisons diplomatiques et économiques, parce que nous avons peur des États-Unis, nous ne voulions pas dire ça. Et donc, ce sont les migrants qui ont porté l'odieux, les réfugiés, requérants au statut de réfugié, qui ont porté l'odieux de ça et qui sont devenus irréguliers. À ce moment-là, il y a eu une augmentation très nette des crimes et incidents haineux à Montréal et dans le reste du Canada, envers les requérants au statut de réfugié qui étaient vraiment considérés comme des envahisseurs. Alors, je pense que nos politiciens reflètent à la fois certains de nos élans de solidarité, donc ils ont accepté certaines régularisations, mais aussi notre profonde ambivalence face à ces populations et le fait que les réfugiés sont de plus en plus considérés comme des criminels. Donc, je pense qu'il faut qu'on se pose comme société la question, comment est-ce qu'on recrée des solidarités plus importantes par rapport à notre devoir d'asile? Si je peux me permettre, Chloé, est-ce que je pourrais rebondir sur... voilà, c'est plus ou moins en lien avec la question qui a été posée par le public, mais je voulais quand même, peut-être qu'on pourra boucler la boucle, je voulais rebondir sur une phrase que Marie-Joëlle avait donc exprimée en parlant des biais de confirmation. Alors, le biais de confirmation est un phénomène réel et Marie-Joëlle vient donc d'exposer dans son intervention, sa dernière intervention, comment le biais de confirmation peut effectivement avoir des conséquences absolument perverses, par exemple dans le financement de certains projets de recherche qui vont discriminer d'autres types de projets de recherche. Mais quand je parlais du biais de confirmation, quand il devient sophistiqué et idéologiquement dangereux de reprocher à certains chercheurs de reconduire toujours un biais de confirmation, c'est parce que j'avais en tête le sujet initial en fait de ce panel qui porte sur le racisme. Et donc, quand on parlait d'orthodoxie, je vous dirais que par défaut, l'orthodoxie, du moins ici dans la province du Québec, qui refuse de reconnaître le racisme systémique, l'orthodoxie, c'est plutôt de refuser donc de reconnaître la dimension profondément structurelle du racisme qui ne fait que, à mon avis, se manifester également à travers les inégalités de santé dans le contexte de la COVID. Et donc, dans ce contexte-là, quand des chercheurs, ou quand, par exemple, des voix racisées vont aller sur la place publique pour alerter l'opinion publique de la nécessité et de l'urgence de s'intéresser donc à la dimension racialisée des inégalités sociales, etc., et qu'on nous reproche un biais de confirmation, et des fois, ça peut prendre une autre tangente plus perfide. On peut nous reprocher, par exemple, race consciousness
est le problème qui alimente le racisme. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que sur la place publique, il y a un discours qui va reprocher à Black Lives Matter, qui va reprocher à Idle No More, qui va reprocher, par exemple, là en ce moment, là, on commence à avoir une mobilisation, enfin, une mobilisation des personnes asiatiques, etc., que c'est de la faute des groupes racisés si on a polarisé la société autour du débat du racisme. Ça, c'est l'orthodoxie. Et de nous reprocher qu'il y a un biais de confirmation quand je dis qu'objectivement, il y a des décennies de recherches empiriques qui témoignent des discriminations structurelles et de l'existence d'un racisme systémique, qu'on le définit conceptuellement de façon claire. C'est ça que je dénonce comme l'usage sophistiqué et idéologiquement dangereux de dire c'est votre faute, c'est votre biais de confirmation, etc. Et ça, donc, peut-être pour rebondir, vous savez, comme le principe de Joyce. Je ne veux pas prendre toute la place pour comment dire, polariser des débats extrêmement controversés. Puis je voudrais revenir éventuellement sur la proposition la question de Cécile, comment on fait là, pour pacifier la société dans des contextes aussi comment dire, périlleusement en désolidarisation. Mais ma réponse, c'est pas, je veux dire, encore une fois, l'idée que c'est de la faute à ces groupes identitaires de fragmenter et de polariser l'éthos de la solidarité. C'est de votre faute si on manque de solidarité, parce que vous ne cessez de reprocher à la majorité ceci, cela. Ce que j'ai envie de répondre, c'est que les groupes racialisés qui s'exposent sur la place publique, ça leur prend énormément de courage. Et en plus, ils vont s'exposer à une orthodoxie qui elle-même est aveugle à ses propres biais de confirmation. Et le problème, c'est que le problème, c'est pas nous. Le problème, c'est le système. Et le problème, et donc, une des parties prenantes de la solution, c'est d'exhorter les autorités politiques à assumer la responsabilité. Par exemple, je veux dire, il faut reconnaître le principe de choice. C'est quoi? Je veux dire, c'est le premier pas. Le premier pas pour il n'y a pas de bonne raison, à moins qu'on rentre vraiment dans des virgules juridiques, ça se peut, là, je veux dire, mais le principe de Joyce est surtout un document aspirationnel. Il est très, très, très important que la seule province en Amérique du Nord qui ne reconnaît pas encore l'existence d'un racisme systémique soit politiquement, ait le courage politique de reconnaître cela, et aussi ait le courage, quand on parlait de communication publique, il faut aussi peut-être parfois, donc sur la place publique, les chercheurs, le phénomène de racisme systémique doit être mis en lien avec le phénomène qu'on étudie en philosophie politique d'injustice structurelle. Les phénomènes d'injustice structurelle, c'est quand on fait face à des processus sociaux qui vont clairement donc produire des torts sur des personnes clairement identifiables sans que l'on puisse vraiment identifier qui exactement a la responsabilité directe et causale de ces torts commis. Les processus sociaux dont il est question mettent en scène des nombres incroyables d'individus, ou parfois même des institutions qui chacun poursuivent leurs propres objectifs dans les limites de la légalité permise. Ça ne veut pas dire que c'est moralement vertueux, mais ce n'est pas criminel. Et les processus sociaux desquels il est question, on parle de ces phénomènes dans lesquels les individus ne sont pas nécessairement mus par des intentions malignes. Ce n'est pas parce que des individus sont personnellement racistes qu'il existe un racisme systémique. C'est parce que chacun, en se désolidarisant et en poursuivant ses propres objectifs dans le contexte des structures qui se sont édifiées sur des inégalités fondamentales et qui ne font que les perpétuer, nous perpétuons tous collectivement à ne pas ébranler ce système. Et donc, excusez-moi, donc c'est plus ou moins en lien avec la question qui avait été posée, mais c'était parce que j'ai vu dans le chat aussi que quelqu'un posait la question de c'est quoi la réponse institutionnelle. Alors voilà. Oui, mais là-dessus, moi, je distinguerais vraiment les gens issus de l'immigration des gens qui forment les Premières Nations. Et ce n'est pas du tout le même rapport de force ou le même rapport social. Et pour moi, c'est pas la même conversation, mais c'est juste pas la même conversation.
pour un peu rebondir sur ce que disait Cécile, effectivement, il y a une instrumentalisation des personnes issues d'immigration et dans les jobs qui sont mal payés et mais qui sont essentiels. Et il n'y a pas juste les travailleurs de la santé. Là. Il y a, moi, pour regarder un petit peu où sont les éclosions à l'heure actuelle là, dans les abattoirs, les travailleurs saisonniers qui vont arriver, qui ont des conditions impossibles de maintenir la distanciation sécuritaire pour prévenir la contagion. Ce sont des classes de gens que l'on instrumentalise pour des fonctions sociales sur la majorité. Il faut se nourrir, il faut se soigner. Ce sont les fonctions essentielles qu'on nous disait. Et dans ce sens-là, ils sont interchangeables. Et ça aussi, c'est une forme de racisme systémique, mais qui est juste dans le système, là, puis les politiques migratoires du Canada, c'est pour faciliter effectivement cette main-d'œuvre-là. Et encore là, la pandémie ne fait que jeter un peu plus de lumière là-dessus, puis nous rendre un peu plus conscients de ça. Alors que le racisme, puis tant qu'à moi, il est systémique, envers les Premières Nations, mais que le Québec ne le reconnaisse pas, c'est une chose, mais qui existe dans toutes les juridictions d'Amérique du Sud et du Nord, ben c'est une autre chose. C'est pas la même instrumentalisation. C'est cette idée d'une domination du colon qui tasse ce qui était là avant lui. Là. Merci beaucoup, mesdames, pour ces interventions. C'est vrai que ça nous tient à cœur de revenir sur le sujet du racisme, qui est une des grandes thématiques de ce colloque, et beaucoup des personnes qui nous écoutent ont posé des questions là-dessus. Alors, une dernière question que je pourrais peut-être vous poser dans ce même domaine, avant de revenir sur des questions plus d'ordre d'inégalité en matière de santé. C'est une question qui vous demande, alors je la pose aux 4 intervenantes qui sont avec nous aujourd'hui. Comment réagissez-vous aux propos du professeur de l'Université d'Ottawa, Amir Attaran, qui accuse le Québec de racisme? Est-ce que vous trouvez que le Québec est plus raciste comparé au reste du Canada? C'est une question un petit peu politisée, mais je vous laisse la parole, Madame Rousseau. Peut-être, justement, ça va très bien avec ce que je voulais dire. Je pense que quand on fait face à une résistance, on a tendance, et ça c'est les systémiciens qui le disent, à faire plus de la même chose. Donc, quand on a tout un groupe de gens qui sont derrière François Legault et qui disent qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec, on monte au créneau, et je le fais aussi, pour dire « mais oui, il y en a et on va vous le prouver ». Alors, moi, ce que je propose, c'est de dire il faut penser l'obstacle. Donc, la question, c'est plus de se demander, plus que de s'entre-accuser entre provinces et entre pays qui est le plus raciste, ce qui est toujours une question piégée, parce que nous avons tous beaucoup de cadavres dans nos tiroirs. Et donc, plus se demander pourquoi. Pourquoi c'est impensable? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas dire ça? Qu'est-ce qui fait que c'est un mot défendu, comme le mot en haine, comme beaucoup de mots qui sont défendus? Le mot racisme systémique, c'est un mot défendu. Alors, pourquoi? Je pense qu'il y a un premier aspect, et là c'est plus du domaine de Rioa, qui est sémantique. Je pense que systémique évoque dans l'imagination populaire systématique. Et donc, il s'agit d'une accusation face à laquelle on va se défendre. Et ça, c'est important parce qu'en fait, dans les prises de conscience et dans nos luttes solidaires, la question est, est-ce que nous voulons faire comme Don Quichotte et pavoiser, ou est-ce que nous voulons transformer? Je pense que quand on veut transformer, il faut
penser la résistance, c'est que l'attaque et la culpabilité ne provoquent pas la transformation sociale. Mais alors là, pas du tout. Ça nous donne raison, c'est très confortable d'avoir raison, mais ça ne fait changer personne. ça n'aide pas, mais ça nous donne l'impression d'être du bon côté. Righteousness, c'est ça, d'avoir raison. Alors, je pense qu'il y a cette première chose, c'est que ça évoque de la culpabilité, et que ça ne marche pas. Et qu'on a donc un problème sémantique qui est mal expliqué, peut-être que structurel serait plus approprié pour faire comprendre ce qui sous-tend, ce qui structure notre société. L'autre chose, je pense, et j'ai commencé à faire ça, c'est peut-être que le Québec a vécu et a encore des conséquences mesurables en tant que majorité du racisme systémique que la majorité francophone a vécu. Je pense que là, il y a un retour insupportable du refoulé, donc de ce qui était avant. Alors, je vous ramène, c'est un refoulé pas tellement. Donc, si vous regardez le discours de Lord Durham sur le Québec, ça dit clairement que les Québécois francophones sont une race inférieure et qu'il faut les assimiler, mais ce sera difficile parce qu'ils sont bêtes et ignorants et tout ça, à la race supérieure, qui est la race anglophone, qui doit prédominer. Si vous regardez les chiffres actuellement, là on parle en 2020, c'est ça, les chiffres de diplomation des francophones blancs, des anglophones blancs au Québec, bien ça montre, c'est dommage, que l'internalisation de ces positions a des conséquences mesurables, qui sont encore très mesurables et énormes et très, très significatives. Alors, on pourrait dire, mais non, ce n'est pas pour ça, c'est parce que les Québécois blancs ne sont pas intéressés par l'éducation, ils sont ignorants, ils sont peu éduqués et ils aiment ça. Ou on peut dire, c'est parce qu'ils sont plus bêtes que les anglo-blancs. C'est exactement ce qu'on a dit des Noirs aux États-Unis, pour des différences qui sont exactement les mêmes. Alors, je pense que c'est important dans notre débat social sur la question du racisme. Un, c'est de voir quand est-ce que finalement le racisme est une façon, à s'adresser à cette question-là est une façon d'essayer de se transformer. Quels sont nos propres intérêts académiques, universitaires et autres à utiliser ça? Quels sont les problèmes sémantiques associés à l'utilisation des mots que nous défendons? Et puis aussi, de quelle façon on peut comprendre les résistances en fonction de choses qui ne sont pas vraiment guéries, qui demandent à être repensées à un niveau collectif. Donc, je pense que tout ça est important. Là, je complexifie beaucoup les choses, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est important de complexifier le débat si on veut éviter l'escalade. Merci beaucoup, Madame Rousseau. Alors, nous avons encore quelques questions. Madame Zar, vous voulez peut-être… Est-ce que je pourrais juste ajouter un petit truc? Parce que justement, dans cette nécessité de complexité, je pense qu'il faut également souligner le risque de ne pas réfléchir de manière plus nuancée les communautés racialisées. La manière dont on a fait la comparaison entre les immigrants et les Premières Nations, certes, il y a des différences, mais même au sein des communautés d'immigrants, il y a également des différences très importantes. Étant moi-même une immigrante, par exemple, d'origine arabe, la question de sécurisation des musulmans en particulier donne une dimension à ces communautés-là, notamment qui a tout un impact sur les questions de confiance, de relations avec l'État, de relations avec les données que l'État récolte sur les individus, qui sont très différentes de la migration, par exemple, qui vient soit d'Amérique latine ou d'Europe. Et il est important pour nous, en tant que chercheurs, de penser ces différences-là également, parce qu'en fait, elles ont un impact à la fois sur les perceptions que les gens ont par rapport à toutes ces questions, mais également sur la nécessité d'avoir des politiques qui sont peut-être adaptées plus spécifiquement à différents contextes. Voilà. Je vous remercie, Madame Zar, je vous remercie, mesdames, pour ces propos très instructifs et très enrichissants. Nous avons plusieurs questions. Malheureusement, le temps se raccourcit de minute en minute. Donc, nous allons peut-être passer aux questions qui parlent maintenant de solutions. Par exemple, la question qui m'a été envoyée
quelles mesures peuvent être mises en place dans le contexte de la pandémie pour réduire les inégalités qui séparent les communautés ethniques? Faudrait-il, selon vous, mesdames, incorporer les dimensions raciales et socio-économiques dans la direction, par exemple, de la campagne de vaccination? Ben, c'est un peu ce qui se passe à Montréal, hein? À l'heure actuelle, lorsqu'on décide de vacciner en priorité les parents d'enfants dans des écoles où il y a des éclosions à prédominance du variant britannique, et non pas selon les catégories d'âge, comme ce qui est préconisé pour l'ensemble du Québec, mais c'est ce qu'on fait, là. On essaie d'avoir une réactivité à une situation pour une autre stratégie de santé publique qui est l'encerclement. Hein? La vaccination mur à mur, ça c'est une stratégie de santé publique, mais essayer d'encercler en cas de crise, et c'est ce qu'on essaie c'est comme ça qu'on voit l'apparition du variant et cette concentration-là dans certains quartiers où il y a l'immigration. Effectivement, c'est ce genre de choses-là. Maintenant, est-ce que, mais ça c'est pour pallier, pour répondre à la crise. Ce qu'on voit bien, ce que la pandémie met bien en évidence, c'est que nos sociétés, toutes modernes qu'elles sont, tout comme les sociétés fondées sur l'esclavage, puis là c'est gros ce que je dis, là, mais il y a une couche de gens dont on peut disposer. Et ce sont eux qui payent le prix à la fois de ce qui est essentiel à fournir et d'abord de faire en sorte que ces métiers-là soient bien rémunérés. Et ça, on l'a bien vu là, avec les rémunérations des préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Mais on s'entend bien que leur salaire est encore très, très loin de celui des médecins. Et quand on nous rapporte les cas des personnels de santé, ça met ensemble les médecins, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières et tout ça. On n'a pas les ventilations, puis on pense toujours, pauvres médecins, ils sont en première ligne, mais ce n'est pas eux qui sont au contact physique des patients. Donc, à mon avis, on a dans nos échelles salariales et dans une façon, je dirais, dans nos politiques salariales, une façon complètement inversée de ce que ça devrait être. C'est ceux qui prennent les risques qui sont les moins bien payés, alors que ceux qui sont bien peinards ont, parce qu'ils ont des conditions, parce que n'importe quoi, sont les mieux payés de la société. Donc, il y a une valorisation du travail qui est absolument pas en fonction des risques que l'on a, mais ça, c'est de tout temps. Merci beaucoup, Madame Potvin. Mesdames, est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Oui, je voudrais bien aussi renchérir. Alors, par quoi commencer? Alors, par quoi? Ah oui, alors, par commencer par cela. Alors, donc, oui, je pense que là, cette fois-ci, dans la foulée de ce que Marie-Joëlle Zahar disait, c'est très important, en effet, de différencier l'histoire, la trajectoire, les obstacles structurels, systémiques, etc., auxquels doivent faire face des groupes qui ne sont pas du tout homogènes. Là, ici, c'est un peu confondant, ou enfin, bref, comment dire, parce qu'on n'a pas assez de temps pour développer, mais c'est-à-dire que si la conversation porte sur le concept de racisme systémique, alors dans le contexte québécois, de même qu'un peu partout à travers l'Amérique du Nord, mais en particulier ici au Canada, évidemment, quand on
parle du racisme systémique, ça veut aussi bien renvoyer à l'histoire très, très singulière et unique, en fait, de la situation des peuples autochtones, des premiers peuples. De même que, évidemment, sous le même concept, on va parler de tous les autres groupes issus de l'immigration. Cela va de soi. Alors, donc, dans le débat, évidemment, il ne faut pas faire d'équivalence. Et puis, je pense que c'est très, très important. Pour vous donner un exemple, donc, Marie-Joëlle parlait effectivement de l'enjeu très, très singulier de la sécurisation des communautés musulmanes. Et encore une fois, donc, sans faire d'équivalence, là, ce qu'on voit dans le contexte de la pandémie, c'est quand même intéressant et je me promettais de le souligner, c'est le problème qu'on voit à l'horizon, qui est déjà donc, devant nos yeux, le problème de la sécurisation des communautés asiatiques. Donc, malheureusement, donc, dans la foulée de la tragédie de la tuerie de Atlanta, il peut y avoir autant de conversations sur sémantique sur est-ce que c'est un crime raciste ou non que vous voulez, mais il en demeure pas moins que dans le contexte particulier, il y a une hausse de racisme anti-asiatique à travers le monde. Ça prend une signification et on ne peut pas passer à côté de cette signification-là. Et donc, ici, plus récemment, donc, je pense que c'était vraiment en début de semaine, il y a aussi un homme d'origine coréenne en plein cœur du plateau qui a été aspergé de poivre de Cayenne. Et donc, par exemple, en Colombie-Britannique, on parle d'une hausse vertigineuse des incidents racistes, etc., etc. Et donc, je voulais simplement souligner que dans la solution, au sein de la société civile, parce que parfois, on peut se sentir... en fait, je ne sais pas trop. Je veux dire, j'espère, j'ai encore espoir que les autorités politiques vont réagir. Alors, je ne veux pas non plus accuser personne de quoi que ce soit, mais il y a une inertie, hein, une lenteur administrative, politique qui va de soi. J'espère que ça va aboutir à quelque chose, mais en même temps, quand on parle du principe de Joyce, par exemple, alors l'idée, ce n'était pas de faire une équivalence, mais l'idée, c'était de dire, vous savez, les solutions institutionnelles doivent, à un moment donné, aussi émaner des autorités politiques. Et donc, face à la situation particulière des premiers peuples, là, il y a comme un échec, à mon avis. Enfin, je m'explique mal la lenteur politique de ce processus. Je vais rebondir sur ce que Cécile dit aussi dans un instant. Mais donc, du point de vue de la société civile, en attente et dans l'espoir qu'il y aura un accompagnement politique, une décision politique pour prendre les choses en main, ce qui n'a pas toujours été fait par rapport à la sécurisation des communautés musulmanes, n'est-ce pas? Mais je voulais simplement souligner, par exemple, la contribution de Sarah Lécouté, Julie Tran, Laurie Lu, Anne-Claudie Beaulieu, qui ont fondé le groupe d'entraide contre le racisme à l'égard des Asiatiques, ici même au Québec, qui font un travail absolument formidable. Encore une fois, quand on parle de racisme systémique, et là, personnellement, j'aurais préféré racisme structurel, ça me semble effectivement sémantiquement plus clair pour désigner le fait qu'on parle de structure et pas nécessairement d'individus racistes, et bon, etc. Mais ce que je voudrais quand même répondre, et là, je ne pense pas que je réponds à un propos que j'imputerais à Cécile, mais de façon plus large, c'est que dans le débat public, encore une fois, le fardeau de la preuve incombe toujours aux groupes racialisés, de faire attention à ne pas polariser le débat, de faire attention à clarifier la sémantique des sujets, de faire attention à ne pas heurter, de faire attention à prendre en considération l'histoire, le folklore et tout de la majorité dominante. Et je pense sincèrement que tous les efforts ont été faits. Et à un certain moment donné, il faut aussi venir soutenir les groupes racialisés, par exemple, quand on fait partie de la majorité dominante, pour peut-être se parler entre eux et pour peut-être aussi pour prendre le micro pour dire à un certain moment donné, on a fait le tour de la question. Et puis peut-être qu'à un certain moment donné, il y a une blessure narcissique dans un récit mythique qui accompagne une certaine façon de se raconter l'identité collective. Nous avons été victimes, nous sommes encore incapables de nous voir en train de perpétrer des fautes historiques dont nous avons souffert. Et on peut comprendre, et je pense, encore une fois, en toute sincérité, en toute candeur, que tous les groupes racialisés qui se prononcent, qui ont le courage de se prononcer sur la place publique, le comprennent. Là, je ne veux absolument pas parler de ce qui se passe à Ottawa parce que c'est ça. Mais entre nous, je veux dire, sur la place publique qui nous concerne en premier lieu, ici même au Québec, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être faits aussi de la part des interlocuteurs qui représentent la majorité dominante, de ne pas toujours tout rapporter le fardeau de la démonstration et de tout cela aux groupes minoritaires qui sont en position de marginalisation, de stigmatisation. Alors, en espérant que ce travail-là d'éducation puisse éventuellement venir des membres de cette majorité. Merci beaucoup.
Madame Rousseau et je crois aussi Madame Zahar souhaitait réagir. Je donne la parole à Madame Rousseau en premier, mais Madame Zahar, vous pourrez intervenir par la suite. J'attire l'attention qu'il reste environ 10 minutes, mais je ne pense pas que ce soit très grave si on dépasse un petit peu. Donc, merci Chloé, merci Rioa, je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est… en fait, moi, je prône beaucoup l'idée de voix mixte, c'est-à-dire le fait que je pense que au niveau des personnes en position de pouvoir relatif, comme les membres du corps académique, mais aussi des intervenants, des professionnels, etc., je pense que c'est souvent intéressant ces temps-ci de parler à plusieurs voix, donc de parler ensemble, membres de la majorité et des minorités. Ce que tu soulèves est finalement similaire à ce qu'on voit au niveau des genres. C'est-à-dire, effectivement, les femmes doivent pouvoir sortir du patriarcat, de l'oppression et du harcèlement et ne pas toujours avoir à faire la preuve qu'elles sont victimes. En même temps, dans ce discours-là, nous pouvons, comme femmes, devenir des agresseurs. Et donc, c'est de se dire que même si les choses ne sont pas égales, et j'entends bien ton propos, et c'est tout à fait vrai, et l'oppression contre les groupes racialisés doit terminer. Et ça doit être dit, et ça doit être dit par des gens de la majorité, de façon forte et de façon ferme. En même temps, ces questions de nuances sont importantes dans le processus de transformation parce que c'est ainsi ce que je vois, et c'est là qu'il faut être plus astucieux finalement que ce qui se passe, c'est comment les groupes d'extrême droite et les groupes suprémacistes blancs vont reprendre des discours, par exemple, de Black Lives Matter, qui a tout mon support citoyen, social et mon empathie. Tu vois. Donc, c'est de se dire, si on est, là je suis très pragmatique, des artisans du changement social, quels sont les mécanismes qui permettent ce changement-là? Au-delà du fait que je suis complètement d'accord avec toi, les victimes n'ont pas à prouver encore une fois qu'elles sont victimes. Je pense qu'il faut travailler ensemble, majorité et minorité, comme il faut travailler ensemble entre genres pour ces processus de transformation. Ceci dit, en termes de solutions, je pense que les artisans les plus importants qui ont fait un travail exceptionnel au cours de la pandémie, qui, à mon avis, ont fait la démonstration d'un pouvoir de changement, ça a été les organismes communautaires, qui ont eu beaucoup moins les deux pieds dans la même bottine que les institutions, et qui ont réussi à déployer en proximité, je pense, du soutien, du support, des micro-solutions, une flexibilité que nos institutions n'ont pas su montrer. Je pense qu'il faut donc dans les solutions apprendre de ça et de se dire, de la même façon qu'on parlait des travailleurs précaires qui sont le plus souvent issus de groupes racisés, c'est pour ça qu'ils sont surexposés, hein, ce n'est pas parce qu'ils ne font pas attention, c'est de la même façon, les artisans des solutions n'ont pas été les artisans institutionnels. Or, ce sont des groupes qui sont sous-financés, qui sont largement marginalisés. Je pense que ça pose une question. Donc, s'il y a des héros de la pandémie à nommer après coup, eh bien, ce sera ces travailleurs précaires marginalisés qui ont un statut migratoire précaire et qui sont souvent racialisés, mais ce sera aussi ces organismes communautaires qui ont su maintenir des services de proximité sans s'enfermer dans leur tour d'ivoire. Je pense qu'il y a là quelque chose qui est essentiel en termes de politique et de financement pour la suite des choses. Je vous remercie, Madame Rousseau, pour cette prise de parole. Madame Zahar, je vous laisse répondre à cette question. Écoutez, Cécile a dit sensiblement ce que je voulais dire. Il me semble qu'on est toujours bien plus forts ensemble que séparément. Et d'une certaine manière, le fait que les communautés racisées, y compris celles dont je fais partie, s'organisent par elles-mêmes sans se trouver des alliés de la majorité est en fait quelque chose qui joue le jeu de la perpétuation de ce racisme structurel. Donc, à mon sens, la question de la collaboration, de créer des groupes et des espaces mixtes est essentielle. Je pense que la question également
du débat est essentiel. J'aurais souhaité qu'un débat comme celui que nous venons d'avoir ait lieu plus souvent dans l'espace public. Ce sont des enjeux difficiles et en général, lorsqu'ils sont difficiles, les enjeux, ils donnent lieu plutôt à des affirmations polarisées plutôt qu'à des débats. Et je pense que là, ça interroge le rôle de l'université. Nos universités se disent faire partie de cette communauté plus large, qu'il s'agisse de Montréal, du Québec. Alors, on se dit l'université de Montréal et du monde. Comment penser de manière plus fine, peut-être plus novatrice, le rôle que nous pourrions jouer pour créer ces espaces de débat, pour en fait collaborer avec ces organismes qui sont des acteurs de changement et les rendre plus visibles, les aider à trouver des financements, utiliser ce qu'il y a comme outils déjà existants, que ce soit les financements du CRSH, partenariat, etc., ou autre chose, pour en fait s'assurer que la reconnaissance à court terme de ces acteurs-là ne soit pas très vite balayée par des considérations de long terme d'un retour à la normale telle qu'elle était. Parce que ça, c'est un risque. Et nous devons, je pense, capitaliser sur le fait que cette pandémie a énormément mis de choses en flux pour en fait en profiter, en faire un moment de changement pour le mieux. Et je pense que toutes les conditions sont réunies. La question, c'est allons-nous saisir cette opportunité? Allons-nous être assez novateurs et imaginatifs et avoir le courage de faire des choses qui ne sont peut-être pas nécessairement les choses que l'on faisait ou bien de la manière dont on les faisait avant. Je vous remercie, Madame Zar, mais je vous remercie, Mesdames, pour vos prises de parole qui étaient vraiment très instructives et enrichissantes. Merci de nous avoir fait confiance à moi et à tout le comité organisateur de ce colloque pour votre présence aujourd'hui. Je pense qu'il me revient désormais le devoir de clôturer cette table ronde car il est désormais 13 heures. Alors, au nom de tout le comité organisateur, une nouvelle fois, nous remercions votre présence, mais nous remercions également les membres du Cerium qui nous ont aidés à construire ce débat, à construire ce colloque, donc en particulier Magdalena Debinska, mais également Michel Bernier, également Maïka Sandargé et Iba, qui nous ont été d'une aide précieuse et qui nous ont aidés à construire les débats, à construire le colloque dans sa totalité. Je vous remercie également, vous, les personnes qui ont assisté à ce panel, d'avoir été présents aujourd'hui. Et je tiens à vous informer que la semaine prochaine se tiendra le dernier panel du colloque étudiant du Cerium auquel je vous invite à participer. Merci beaucoup, merci chers collègues et merci Chloé, c'était formidable. Merci beaucoup aux panélistes, très bon panel. À la semaine prochaine.